18 ans déjà. 18 ans que Diam, le festival des images homo, existe. Un festival quand même assez costaud. C'est un festival qui se déroule sur un mois, sur 13 départements, sur 2 régions. Et tout ça mené en fait à 15. 3 membres d'un bureau et 12 bénévoles, ce qui est balèze. Pour en parler, nous avons justement la capo de tutti capi, on va dire, de Diam. Anne-Catherine. Anne-Catherine, bonjour. Et bonjour. Alors Diam, comment ça a commencé tout ça ? Comment a commencé Diam ? Le festival a commencé en 2007 et il a été fondé par 2 personnes qui depuis sont parties parce que c'était très lourd à porter, qui étaient Laure et Jacques, et donc qui ont tenu la baraque pendant 10 ans. Et à la 10e année, ils ont souhaité tous les deux retrouver un peu leur vie personnelle. Et pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait ? Parce qu'en 2007, c'était encore une époque où dans le cinéma, il y avait très peu de représentation positive des LGBT. Et donc du coup, ils ont senti ce besoin d'aller chercher des œuvres et de les rendre accessibles et de permettre donc, du coup, cette visibilité-là. Et Jacques et Laure sont de ma génération, donc c'est des personnes qui aujourd'hui ont une petite quarantaine, on va dire. Donc voilà, donc on a grandi dans un univers culturel et cinématographique où effectivement on était très peu présents et quand on y était, c'était toujours pour se moquer de nous. Oui, c'était ou la cage aux folles ou les nuits fauves. Ou alors voilà, soit il fallait mourir à tout prix, soit on était ridicule. 18 ans que ça tient et ça tient bien. Le festival, il a commencé aussi vaste que ça, parce que là, je le disais, quand même, du 24 janvier au 2 février sur Toulouse, du 3 au 25 février sur 2 régions, la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée et la région Nouvelle-Aquitaine. Ça a commencé aussi gros, ça a grossi petit à petit. Pas du tout, oui. Avec l'âge, ça s'empâte, c'est ça. L'enfant grandit, il devient adulte. Ça, effectivement, apparemment, on répond à une demande encore aujourd'hui, puisque la partie régionale grossit. Autant à Toulouse, on a trouvé notre équilibre déjà depuis quelques années, sur 10 jours. Et la partie régionale ne cesse de croître. Cette année, on est sur 13 départements. Et on aura 82 projections dans la partie régionale avec 38 cinémas, quoi. Donc... pourquoi elle grandit ? Parce qu'il y a des cinémas qui demandent à s'ajouter, parce qu'il y a des associations LGBT locales qui nous sollicitent pour avoir aussi un petit bout de festival de leur côté. Et c'est comme ça, par exemple, que cette année, il y aura des projections dans le Comminges, parce que une association qui est CLAC nous a demandé à pouvoir intégrer le festival et nous a proposé des cinémas qui étaient d'accord et qui sont à Bagnères-de-Luchon et à Montrégeau. Donc voilà, c'est un exemple on pourrait parler aussi du Tarn, puisque cette année on aura Carmaux et Mazamet qui vont s'ajouter à Albi, qui était déjà un cinéma hyper actif, la scène nationale Ars à Albi. Et ça aussi, c'est dû à l'association locale Diversité Pastel qui a voulu élargir l'offre parce que c'est vrai que tout concentré sur Albi, c'est pas représentatif du Tarn en entier. Donc, ils ont voulu être aussi à Mazamet. Et donc, nous, on répond à ces demandes-là en acceptant. Et après, en s'occupant de tout ce qui est la logistique, la communication, et en les aidant aussi à faire les échanges, à donner des fiches sur les films pour qu'ils puissent après échanger avec le public. C'est important quand même quelque part, parce que on le dit, on le voit vu le nombre de films que vous projetez, justement les choses ont changé, il y a plus de place pour la communauté LGBT au cinéma. Malheureusement, il y a autre chose qui monte en même temps, c'est l'homophobie, et que c'est vrai que c'est pas aussi facile, j'ai envie de dire, sans tomber dans le cliché, de s'assumer LGBT quand on est en ville que quand on est au fin fond de la campagne. On ne va pas m'accuser de taper sur le terroir. Je vous rappelle que je viens d'un village d'Ariège où il y a 200 habitants. Voilà. Alors, je vais juste nuancer le démarrage qui est un petit peu positif. Dans le cinéma actuel, le cinéma en tout cas commercial, c'est la thématique gay qui est très représentée. Les autres le sont moins. Donc nous, on est là pour justement toujours prôner la diversité. Et c'est l'évolution aussi des objectifs et des missions du festival. C'est qu'aujourd'hui, on n'est plus juste dans l'idée on n'est pas présent à l'écran. Nous, on veut qu'il y ait de la diversité, on veut que la thématique trans soit traitée, on veut que la thématique lesbienne, bi, pan, toutes les thématiques LGBT puissent être visibles. Et aussi, on veut de la finesse dans les traitements. Ça veut dire que
Ok, les films qui sont sur l'adolescence, le coming out, on a vu et revu et on en prendra toujours évidemment. Mais il y a d'autres questionnements plus intéressants sur le couple, l'identité, la relation entre les personnes racisées, quelle place on leur fait, les personnes avec handicap. Et ça aussi, ça nous intéresse d'aller sur ce terrain-là. Et pour ça, malheureusement, c'est pas le cinéma commercial. Il faut aller vers du cinéma indépendant. Il faut contacter les artistes eux-mêmes et elles-mêmes. Et c'est comme ça qu'on arrive, par exemple, nous, dans la programmation, à avoir 48,8% de femmes réalisatrices, enfin de femmes dans la réalisation. C'est en allant vers du non commercial. Après, pour ce qui est urbain, rural, dans le rural, la différence au niveau du public, c'est qu'on s'aperçoit que dans la partie toulousaine du festival, le public est très très LGBT. Et dans la partie rurale, le public est moins LGBT, parce que c'est aussi, dans le monde rural, c'est pas que les LGBT qui sont isolés, c'est aussi les personnes de toute manière en général, et une offre culturelle est toujours la bienvenue. Et donc on est aussi dans cette mission-là de permettre à des cinémas dans des petites villes, des fois des villages, de pouvoir alimenter l'offre culturelle. Et grâce à notre partenaire Cinéphilae, d'avoir aussi des tournées avec des réalisateurs et des réalisatrices, parce qu'il ne faut pas oublier effectivement le monde rural. Et voilà, en dehors même de la thématique LGBTQIA+, qui peut être effectivement amplifier la solitude et l'isolement. Mais voilà, la difficulté dans le monde rural, elle est aussi pour les autres. Et après, j'ai oublié ta question, vas-y. Bah, t'as à peu près répondu à ma question. Alors d'ailleurs, on va le préciser, histoire de chasser d'entrée de jeu les gens qui ont des idées préconçues et qui confondent esprit critique et fracture du crâne. Des images homo n'est pas juste un festival LGBTQIA+. Faut pas avoir sa carte du club LGBTQIA+, pour rentrer, c'est ouvert à tout le monde. On ne vous demande pas vos expériences personnelles pour rentrer dans la salle. Donc, nous ne connaissons pas tous les LGBTQIA+, du Sud-Ouest. Donc non. Non, ce qu'on demande par contre, c'est de la bienveillance et quand il y a des échanges, d'accepter la discussion avec toute l'ouverture qu'il faut et pas arriver. Mais ça nous arrive jamais pour l'instant d'avoir des. En fait, je pense que les vrais homophobes, ils s'en fichent complètement de notre festival et ils ne viennent pas. Et tant mieux. Voilà. S'ils peuvent pas, ils ont la messe en même temps. D'ailleurs, avec les mœurs qui évoluent, avec ces sujets-là, est-ce que le cinéma a aussi évolué ? Est-ce que vous l'avez senti ? Alors, il évolue dans le sens où, effectivement, les LGBTQIA+, sont plus présents à l'écran, ça c'est sûr. Il n'y a pas une série terminée sans avoir un personnage gay ou lesbien. Mais après, nous, c'est plutôt la qualité, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'ils apportent... un personnage secondaire ou qui apparaît 10 minutes à l'écran, ça ne nous intéresse pas. Nous, c'est l'œuvre qui doit être sur la thématique LGBTQIA+. Et le personnage doit avoir de la profondeur. Si c'est quelque chose, voilà, si c'est juste du décor, ça ne nous intéresse pas. Pour le dire de manière brusque, le PD de service, ça va quoi. Alors, c'est pas comme ça que je l'aurais dit. Mais effectivement, celui qui fait un peu tapisserie, ça n'apporte rien. Et après, c'est une question de diversité. Ça veut dire que faut pas tomber sur certains travers, c'est-à-dire toujours c'est un gay par exemple, toujours blanc. Voilà, nous on veut amener de la diversité et des questionnements autres. C'est pas forcément une victime, nous on n'est pas dans la victimisation. Évidemment que l'homophobie, les LGBT-phobies nous font peur et dans l'évolution actuelle, avec ce qu'on a entendu encore la semaine dernière sur les contrôles Facebook, etc., l'avenir est pas si provoque pas un enthousiasme si grand et demande de la vigilance. Mais en même temps, on n'est pas là pour faire souffrir notre public. Donc ça veut dire qu'il y a des moments, on a le droit aussi d'avoir des petites comédies romantiques. On a le droit d'avoir des documentaires qui questionnent la relation de couple. Il y en a un, par exemple, que je vous conseille, qui est Fragment d'un parcours amoureux et qui est sur une démarche complètement atypique. La réalisatrice, Chloé Barrault, fait un documentaire avec ses ex qui parlent d'elle, ex-garçons ou filles. Et c'est complètement dingue de donner la parole à ses ex sur leur retour sur la relation,
Alors que, oui, comme dans toute personne, elle n'a pas été toujours très honnête dans ses relations où la rupture n'a pas toujours été très facile. Et voilà, ça, c'est des choses qui nous intéressent dans la diversité. C'est une femme réalisatrice, ça questionne l'intime, une rupture, qu'est-ce qu'on garde de nos ruptures, qu'est-ce qu'on garde de nos relations passées, le positif comme le négatif. Voilà. Et ça, ça nous intéresse autant que... plus qu'un film formaté avec 2 adolescents qui se posent la question de s'ils sont gays ou pas, et la famille, etc. et tout. Ça, ce sera tous les ans, on va avoir des films comme ça, alors que des films plus rares et des documentaires plus rares avec des questionnements plus internes à la communauté, ça nous intéresse beaucoup plus. De toute façon, moi, j'ai un peu une impression en ce qui concerne l'homophobie, même en élargissant le racisme et tout ça. Bon, à part quelques allumés dont les parents ont confondu les fontanelles avec des cendriers, j'ai surtout l'impression que c'est une question d'incompréhension et entre guillemets, de fantasmes négatifs, de peur. Moi, pensée émue pour des gens que je ne balancerai pas, qui avaient été choqués parce que je faisais la bise à un pote à moi homo et qui était là, mais il est homo. J'étais là, non mais ça s'attrape pas comme ça. Rassurez-vous, détendez-vous les gens, quoi. Une bise est une bise. Voilà, ça s'arrête là. J'ai l'impression que c'est plus de la... Je vais pas dire de la connerie parce que le terme serait méchant, mais c'est plus de la méconnaissance, du cliché, de la peur, que véritablement de la haine. Enfin, j'espère. Je suis là encore moins positive. Je pense que de la haine, il y en a vraiment de certaines personnes. Et quand on voit certains discours, hier encore, comme je suis enseignante, j'étais avec le groupe de travail du rectorat qui traite aussi des LGBT-phobies. Et dans la discussion, à un moment donné, on a reparlé là, des guet-apens qui sont faits aux gays. Donc là, c'est pas une question d'incompréhension ou autre. Il y a vraiment de la haine. Quand on se fait passer pour un gay, qu'on lui donne un rendez-vous et qu'il arrive et qu'on est 4-5 pour le bastonner jusqu'à le tuer, on peut pas dire que c'est juste de l'incompréhension et du fantasme. Mais il y a un moment donné, il y a volonté de faire mal et de tuer. Donc, et ça, en France, ça existe encore. Et quand je vois que voilà ce qu'on a entendu, qu'on va diminuer les contrôles sur Facebook qui étaient déjà très faibles, de manière anecdotique, j'ai quand même été traité il n'y a pas très longtemps de gauchiasse de merde, et j'ai eu beau signaler le commentaire, il n'a pas été retiré parce qu'il n'allait pas à l'encontre des standards de la communauté Facebook, alors que juste je nuançais un propos qui était sur la transphobie. Bon, je me dis, si déjà gauchiasse de merde, c'était pas choquant, mais alors qu'est-ce qui va arriver à l'avenir quand il n'y aura même pas possibilité de signaler un commentaire, quoi. Donc, et quand je vois que ça, et ces personnes-là ont extrêmement de pouvoir, je parle pas là des gens qui sont sur Facebook, mais des gens qui contrôlent ces réseaux sociaux, et qui ont du pouvoir et qui sont proches du pouvoir politique et qui aujourd'hui contrôlent le pouvoir politique, moi ça m'effraie. Et la semaine dernière, pour la première fois, effectivement, je me suis demandé si mon avenir n'allait pas être plus difficile et négatif et plus dangereux pour moi que mon passé, quoi. Et pourtant, je suis d'une génération qui, quand elle a grandi jusqu'à ses 6 ans, a connu l'homosexualité pénalisable en France. Et je pensais qu'on avait dépassé ça. Et maintenant, quand je vois comment ça se dégrade à nouveau aux États-Unis et que ce qui se passe aux États-Unis arrive forcément en France dans les années qui suivent, franchement, je sais pas, voilà. J'ai eu des doutes sur le fait que je puisse continuer à être une lesbienne libre en France dans les prochaines années, quoi. Après, il y a quand même du positif parce qu'il me semble qu'ils veulent, pour le concours de Miss France, faire... les trans peuvent s'inscrire aussi. Enfin, c'est pas encore voté, mais ils commencent à en parler. Donc peut-être qu'il y a aussi un peu de positif. Alors, oui, alors... Après, c'est une question du verre à moitié vide, du verre à moitié plein. Si tous les jours, on peut m'insulter sur Facebook sans que je puisse me défendre et que tout ça rentre dans la tête des gens, mais tu avoir une femme trans qui se fasse élire Miss France, je ne sais pas si ça compensera peut-être une déferlante de propos LGBT-phobes. Et en plus, à voir. Je lis pas l'avenir, mais moi les déclarations de Mark Zuckerberg qui font suite déjà à Elon Musk et à Trump, je trouve que ça fait beaucoup à encaisser en quelques jours. L'année commence pas de la manière la plus facile, je trouve.
Non, mais c'est vrai qu'il y a une petite pensée émue pour une chroniqueuse à nous qui est Bi, qui nous avait expliqué, en fait, elle était EduxP. Et les jeunes dont elle s'occupait les interrogent sur « Ouais, t'as un copain. » Elle répond « Non, moi j'ai une copine. » Et elle s'est faite convoquer par sa direction en mode « Tu n'as pas à parler de ta sexualité, tu n'as pas à parler de sexe aux enfants. » Elle était là « Mais je ne parle pas de sexe. » Ils m'ont demandé si j'avais un amoureux. J'ai dit « Non, j'ai une amoureuse. » Oui, certes, j'ai des rapports sexuels avec mon amoureuse, mais vous savez, mes copines qui ont des amoureux, elles ne jouent pas au Scrabble non plus avec. Donc quand elles disent « Oui, j'ai un copain », elles ne parlent pas plus de sexe que quand la pote, Ginger, si tu nous écoutes, on t'embrasse, on disait « Ben non, moi, j'ai pas de copain, j'ai une copine. » Il y a des clichés comme ça qui sont... Oui. Pour en revenir au festival, justement, des invités, plein d'invités. Oui, quelques-uns et quelques-unes. Donc, le festival est aussi un lieu de rencontre et d'échange. Et nous, on tient aussi à rester un festival de cinéma. Donc, les échanges sont aussi avec les réalisateurs et les réalisatrices parce que c'est eux qui peuvent expliquer leurs œuvres. C'est elles et eux qui peuvent dire pourquoi, comment. Vous voyez, je vous ai parlé du fragment d'un parcours amoureux. C'est à elles de nous expliquer cette démarche quand même, qui est complètement atypique de faire un documentaire à partir de ces ex qui parlent d'une relation qui est terminée. Donc nous on se sent, enfin voilà, on veut que le public puisse parler avec Chloé. On veut que de jeunes réalisatrices et de jeunes réalisateurs puissent aussi trouver leur place dans le cinéma, qui est quand même une industrie avec une compétition de dingue, et c'est à nous les festivals d'élargir au maximum et de leur donner de la visibilité. Et on veut aussi amener des sujets de discussion, parce qu'on a une invitée qui n'est pas du tout une artiste, mais qui est une sexologue. Et Léa, c'est Maltidier, et c'est pour parler de la masturbation et du plaisir féminin. Parce qu'il nous semble qu'encore aujourd'hui, c'est un sujet, même si on croit qu'il est moins tabou qu'avant, mais en fait, absolument pas. Il y a énormément de fermetures, de caricatures quand on aborde ça. Et pour donner un exemple... il n'y a pas longtemps, j'en discutais avec des collègues au travail, et il y en a une qui m'a répondu « J'ai pas besoin, j'ai un copain ». Et je dis « Bah oui, mais la masturbation, ça n'a rien à voir avec un copain ou pas copain. On se masturbe pas quand on est célibataire, on se masturbe quand on en a envie. Et c'est un temps qu'on se donne à soi et une connexion avec son propre corps. » Et je me suis dit « Bah voilà, c'est exactement pour ça que j'ai fait j'ai eu envie, avec mon équipe, de programmer cette soirée-là. C'est que je trouve ça dingue d'avoir une sexualité qui ne dépend que de l'autre. Et donc s'il n'est pas dispo, s'il n'est pas en forme, alors il se passe rien. Super. Alors, la pauvreté du... Oui, et puis un peu quelque part, ça aide aussi à la sexualité avec l'autre, parce que ça permet de connaître son corps, quoi. C'est ce que disent certains des documentaires qui seront projetés ce soir-là, c'est que certaines femmes, ce n'est même pas elles qui ont fait la démarche au départ d'aller vers de mieux connaître la masturbation. Je me rappelle d'un témoignage, par exemple, d'une femme cis hétéro qui dit que c'est son copain qui lui a demandé si elle avait l'habitude de pratiquer, et que du coup, c'est parce qu'il a eu ce questionnement qu'après, elle a eu du coup cette démarche d'aller un peu explorer cet aspect-là. Et donc oui, mieux on se connaît des fois, et mieux on sait aussi ce qu'on veut. Et ce qu'on ne veut pas. Et ce qu'on ne veut pas, évidemment. On connaît ses limites. Et plus on en discute, plus on est libre dans la discussion, plus il me semble, le rapport peut être meilleur. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que donnera cette soirée-là, et les échanges avec le public. Cette soirée qui, on va le rappeler, est le 30 janvier à 20h30 à l'American Cosmographe, avec donc des courts-métrages et ces échanges donc avec Mathilde Vier, qui est psychologue interculturelle et sexologue. Et il y aura aussi Céline qui a la boutique La Clé des Charmes, donc autant dire qu'elle sait... Elle sait bien aussi ce qui est l'offre qu'il peut y avoir, oui, rue des Blanchers, l'offre qu'on a aujourd'hui, parce que ça s'est énormément aussi diversifié, les propositions. Et en même temps, elle a régulièrement des échanges avec des clientes et des clients, et elle pourra aussi nous éclairer sur son ressenti et ce qu'elle voit tous les jours dans sa boutique. Surtout que c'est vrai qu'il y a une évolution là-dessus, sortie des achats en ligne et tout, c'est qu'on se retrouve de plus en plus avec, entre guillemets, de la boutique de charme, parce qu'on ne dit même plus du sex shop, classe.
On n'est plus sur la période où tu voyais les mecs qui regardaient à droite et à gauche dans les arrière-coins de la place Belfort, tac, pour rentrer dans un truc. Totalement. Si vous allez à la Clé des Charmes, c'est une boutique qui est extrêmement classe à l'intérieur, avec une communication hyper dynamique sur les réseaux. Et qui a été récompensée plusieurs fois au niveau européen, comme justement pour sa qualité de mise, de la façon dont elle organise sa boutique et de son rapport à la clientèle. Et vraiment, elle est très ouverte à tout. Et la différence des corps, parce que quand on parle LGBT, tous les corps ne se ressemblent pas, tous les corps ne sont pas pareils, suivant les transitions ou autres. Et elle est vraiment open sur tout. Je lui fais entièrement confiance. Et je connais ses qualités à Céline. Et aussi à Sophia, qui travaille avec elle. Alors, on parlait de cette soirée donc, sur la thématique de la masturbation et du plaisir féminin. Il y a plein d'autres soirées avec plein d'autres thématiques et justement une soirée, allez, on va pas dire transgénérationnelle, on va dire intergénérationnelle. Ah oui, oui, intergénérationnelle. On a voulu associer 2 documentaires. Un qui évoque vraiment les jeunes adultes et LGBTQIA+, et le besoin d'avoir des lieux safe où ils puissent discuter, échanger, approfondir leur propre épanouissement. Et le deuxième documentaire, donc ça c'est Summer Camp, et le deuxième documentaire, c'est Si je meurs, ce sera de joie. Et là c'est sur quelque chose aussi qui est très tabou, qui est la sexualité et les corps des seniors. Et là, on ne parle pas seniors genre 50 ans, puisque je crois que très vite, on est senior dans une vie d'après des définitions, mais de seniors plus 70, 80, 90 ans. Et oui, la sexualité, elle est jusqu'au bout. Il n'y a pas une date de péremption. Et oui, à un moment donné... les corps, c'est pas que des jeunes corps tout fermes, tout lisses. Il faut aussi accepter de voir des corps plus âgés. Et donc, c'était ça aussi dans cette soirée-là. Voilà, on voulait croiser un petit peu 2 univers, 2 générations. Et c'est pour ça qu'on l'a donc intitulée une soirée intergénérationnelle. Et elle est à l'espace d'e-diversité. Donc, l'entrée est gratuite pour le public. Et il y aura le réalisateur de Si je meurs, ce sera de joie, Alexis Taillan, ainsi qu'un membre de Grey Pride, qui est une association qui justement traite des seniors, qui est Francis Carrier. Donc il y aura un petit échange avec eux. On va le préciser, qui dit festival de cinéma dit forcément compétition, il y a un jury. Alors compétition, même si dans l'art, faut-il vraiment mettre de la compétition, c'est pas très intéressant, mais c'est une manière de récompenser une ou plusieurs œuvres qui se détachent un peu. Et donc oui, on a un jury et on a le public. Donc pour le jury, cette année, on a créé une catégorie nouvelle, qui est la catégorie des courts documentaires, parce que avant, on ne savait pas trop où les ranger. Les mettre à égalité avec un long documentaire, c'était un peu gênant. Des fois, un documentaire de 5 minutes avec un qui fait 1h30, c'est pas les mêmes enjeux. Et en même temps, les mettre avec des courts-métrages fiction, c'était pas toujours très juste non plus. Donc, on a créé cette nouvelle catégorie. Et après, pour le jury, on a essayé de prendre des personnes liées au monde du cinéma, que ce soit la réalisatrice Marion Dessaigne, que ce soit Nicolas qui gère le cinéma de Lavelanet, Peppa qui est dans l'associatif et qui a organisé plein d'événements liés au cinéma, et de leur associer un jeune ambassadeur. Là, il n'y a que des filles cette année, donc une jeune ambassadrice, c'est-à-dire ce sont des jeunes qui sont proches du cinéma ABC et qui, le cinéma ABC leur permet de rencontrer, de participer à plein de festivals, de rencontrer des artistes liés au cinéma. Et c'est pour que la jeune génération reste connectée au cinéma en salle et qu'elle ne soit pas entièrement dans le cinéma qu'on consomme à la télé. Et c'est pas la même chose quand même. Donc, et qu'elle puisse après rayonner, que ces jeunes-là puissent rayonner autour de leurs camarades générationnels, et que, voilà, que le cinéma en salle ne périclite pas.
Est-ce qu'il y a des contacts avec d'autres festivals en France, en Europe, qui travaillent sur la même thématique que vous, histoire ne serait-ce que d'échanger des films, d'échanger des expériences, d'échanger des idées Alors, en France, oui, je sais que par exemple, je demande souvent des conseils à Cinéfable, qui est un festival féministe et lesbien à Paris, très ancien. Et qui justement, elle nous aide par exemple pour la partie de la programmation qui est sur la thématique féminine et lesbienne, étant donné que c'est plus compliqué de trouver dans du cinéma commercial. Souvent, voilà, je leur demande des conseils. Et en plus, elles ont cette qualité de traduire aussi, de sous-titrer. Et parfois, elles nous louent des sous-titres qu'elles ont pu faire. Après, je vais voir la programmation d'autres festivals, notamment à l'étranger aussi, de cinéma LGBT, justement pour trouver des idées nouvelles et pas être que sur du cinéma commercial. Et je pense que les autres font de même. Cette année, par exemple, le festival Pink Screen de Bruxelles nous a demandé de lui louer des sous-titres qu'on avait fabriqués pour Desirline, qui est un documentaire qu'on va projeter sur la transidentité. Donc on l'a fait avec le budget qu'ils avaient disponible pour ça. Donc on leur a loué les sous-titres. Donc, on regarde aussi beaucoup du côté de l'Espagne. C'est vrai que culturellement à Toulouse, l'Espagne c'est nos cousins d'à côté. Donc je regarde beaucoup ce qui passe dans leur festival. Et c'est comme ça que, et en plus, comme on a les compétences internes pour traduire l'espagnol, c'est comme ça qu'on traduit pas mal de courts-métrages espagnols et qui sont toujours de bonne qualité et précis, subtils et d'une drôlerie, c'est incroyable. Là, cette année, par exemple, on a Macedonia, qui est un court-métrage espagnol dans Boys Night, qui est hyper drôle et en même temps qui questionne beaucoup sur l'identité, le rapport père-fils dans la famille. Et on a un autre court-métrage qu'il faut quand même que j'évoque, qui est à la carte, parce qu'on aura le réalisateur qui est Ivan Bigara, qui sera là, qui sera présent, et ce sera dans Translucide. Et Ivan Bigara est lui-même un réalisateur trans, donc ça nous tenait à cœur d'inviter une personne qui puisse complètement répondre à toutes les questions, à la fois artistiques et à la fois du vécu d'une personne trans. Au niveau des projections aussi, on le voit sur la partie court-métrage, il y a des projections avec des thématiques. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Alors, on a déjà parlé de la thématique masturbation et plaisir féminin. Et après, on a conçu une autre soirée aussi qui j'espère, attirera le public, qui est sur les arts rebelles. Et on voulait montrer comment la communauté LGBT et QA+, s'approprie aussi des arts visuels scéniques et pour en faire des arts de résistance, d'identité différentes. Et on va par exemple évoquer le cabaret avec tout ce qui est art drag et transformisme. Et donc ce sera au Cratère, le samedi 1er février à partir de 21h. Et aussi le voguing, qui est une forme de danse hip-hop née dans les années 70 aux États-Unis par les personnes racisées à New York. Et là, ce documentaire-là, qui est Sound By, vient du Brésil. Donc ça nous intéresse parce que justement, ça va évoquer aussi les corps différents. Il peut y avoir beaucoup de personnes trans, par exemple dans le voguing, les personnes racisées qui peuvent être exclues de plein d'autres danses trop codifiées pour elles et qui justement à un moment donné trouvent un espace où enfin elles peuvent s'exprimer telles qu'elles le souhaitent et avec la liberté et en même temps aussi le soutien, parce que ça va au-delà de simplement une expression artistique. Il y a comme pour les drags, il y a aussi la constitution d'une sorte de maison de famille où il y a un soutien énorme avec une sorte de mère un peu artistique, spirituelle qui initie les autres et une grande solidarité entre les membres. Alors c'est scandaleux, histoire d'éviter que certains soient aussi courts d'esprit que leurs parents, vous vous adressez même aux enfants. Ah oui. oui, c'est... Alors il faut en profiter parce que c'est le genre d'opérations qui sont vraiment de projections qui sont one shot. On avait des courts-métrages où
où le personnage principal est un enfant, et un enfant LGBT. Et donc du coup, on a eu envie de créer une projection à partir de ces courts-métrages-là, et de l'enrichir avec une lecture de contes réalisée par Shana Banana, qui a accepté et qui du coup est vraiment une touche. Voilà, c'est une projection qui est complète. Il y a les courts-métrages et ensuite la lecture. Et on n'a pas eu envie de faire des échanges autres parce que bon, déjà, les enfants, c'est un univers particulier et on s'en sentait pas totalement capable dans l'équipe. Et ensuite parce que j'aimerais bien qu'après, voilà, les familles en discutent entre elles, entre parents et enfants. C'est pas une projection qui est réservée qu'aux enfants. Hein. La salle de l'ABC est grande, donc tout le monde peut venir. Après, juste, on fera attention que les enfants soient les mieux placés dans la salle pour qu'ils puissent pleinement profiter de cette projection. Mais n'importe qui peut venir, bien sûr. Et les familles, j'espère qu'elles seront là. Et entre tout ce que vous nous avez dit, est-ce que vous avez quand même un coup de cœur ? Que ça soit un événement Je ou n'ai un que film. des coups de cœur. Ah. Elle a un mois de coup de cœur complet. Aucun de nos films n'est mauvais. Il faut partir de ce principe-là. Sinon, on ne l'aurait pas pris. Après, forcément, il y a des projections où je me suis un peu plus investie que d'autres dans la construction. J'ai parlé de la soirée sur la masturbation et le plaisir féminin. C'est vraiment en regardant les courts documentaires qui sont en animation. Il faut voir ça. C'est que la voix, souvent, c'est une femme qui témoigne, une femme cis. Et à l'image, on a quelque chose qui est en format animation. Donc, même la proposition est super intéressante, au-delà du fond de ce qui est dit. Et donc, c'est en voyant ça où je me suis dit, ça, Banco, il faut vraiment en parler parce que on a beau dire libéralisation sexuelle, etc. et tout, en fait, c'est pas vrai, c'est pas tant vrai que ça. Et on a énormément de mal à parler masturbation. Même entre femmes, sans qu'il y ait quelqu'un qui rougisse, sans qu'on baisse le niveau de la voix, etc. Ça montre bien que... et puis on l'arrête assez vite, comme ma collègue. Non, mais moi c'est bon, j'ai un copain. Ok, d'accord. Donc la discussion est terminée là, quoi. Mais donc cette soirée-là, forcément, je serai vigilante à ce qu'elle marche bien. J'espère qu'il y aura du monde. Diamom, parce que ça aussi... c'est ma petite fibre prof qui fait que quand je peux faire quelque chose à la destination d'un public plus jeune, j'essaye. Même si c'est pas toujours évident, parce que nous, franchement, notre programmation, elle est un peu plus adulte. Donc, il y a ça. La soirée, en fait, toutes les soirées thématiques, c'est nous qui les avons construites. Donc, Art Rebelle, et c'est une évidence. En plus, ça nous a fait faire intervenir Dune et Sophia, qui sont des artistes locaux. Et voilà, on avait envie de voir ce que ça donnerait sur scène. Donc là aussi, on est impatient de voir. Après, il y a des films qu'on aime bien parce qu'on a traduit en interne. Et donc, du coup, ça donne une intimité avec l'œuvre qui est particulière. Donc, le film d'ouverture, c'est un film tchèque qui était sous-titré en anglais et qu'on a traduit. Et qui évoque plein de choses, la fascisation d'une société, par exemple. On peut peut-être se questionner sur notre époque actuelle, sur comment les femmes sont traitées dans ce genre de société. On leur donne une fonction très secondaire et on les enferme. C'est ce qui arrive un peu aux personnages féminins. Elle voit vite les limites qu'on lui impose et elle se débat. Pardon ? Afghanistan et Iran notamment. Oui, bien sûr, si on revient à notre époque actuelle. Il y a aussi dans ce film-là, il y a l'intersexuation, c'est-à-dire la différence. Quand quelqu'un n'est pas dans les normes, quand dans une société comme ça, un petit peu totalitaire, fasciste, il y a des hommes, il y a des femmes, et si on est dans l'entre-deux, on n'existe pas. Voire on n'existe plus, parce qu'à un moment donné, il vaut mieux qu'on ne soit plus là du tout physiquement. Donc il y a ça aussi dans ce film-là. Donc ça, c'est un film que nous avons traduit. Il y en a d'autres qu'on a traduits, comme Summer Camp, on l'a traduit. Desireline, on l'a traduit. American Parent, on l'a traduit aussi. Un que j'ai fini il n'y a pas très longtemps, qui était The Queen of My Dream, et qui montre comment les relations mère-fille, et comment des fois, c'est la mère qui malheureusement peut aussi enfermer sa fille dans des codes
qu'elle reproduit et qui, voilà, quand on est LGBT, ces codes-là, on peut pas les suivre et donc ça amène des tensions. Il y a un autre film qui a été traduit en interne, un documentaire qui est Tacones sobre ruedas, qui sera à l'Institut Cervantes et qui montre comment des femmes trans et des drag queens se mobilisent pour faire traverser toute l'Espagne pour aller vers un show gratuit qu'elles font bénévolement pour un jeune garçon qui a été tabassé dans son école parce qu'il est gay. Et donc ça, c'est de l'actualité, c'est pas de la fiction. C'est pas Priscilla folle du désert, ça, c'est un peu plus... Ça part un peu comme ça, mais ça vient sur un contexte qui est plus réel, qui est que y a encore des jeunes... et moi, par exemple, qui suis enseignante, le harcèlement à l'école, c'est beaucoup des enfants qui sont différents. Et effectivement, il peut y avoir le poids, etc. Mais il y a aussi les petits garçons, les jeunes garçons qui sont efféminés ou une fille un peu trop garçon et qui vont subir du harcèlement pendant des années. Et certains iront pas jusqu'au bout du parcours parce qu'il faut se souvenir du jeune Lucas qui s'est suicidé il y a 2 ans. Et ça peut finir aussi comme ça, le harcèlement scolaire. C'est sympa tout ça. Voilà. C'est gai tout ça. Mais on a aussi des films très drôles. Voilà, mais c'est ça qu'il faut préciser aussi. Mais on peut parler de choses graves sans forcément que le propos soit victimisant et négatif. Mais il faut aussi quand même avoir... il faut se regarder dans la glace et notre société, elle a beaucoup de choses encore à voir et à traiter pour être une société bienveillante. On le précisait, 18 ans d'existence, des partenaires et des partenaires institutionnels. Justement, tiens, 18 ans, est-ce que les relations avec les partenaires institutionnels, elles ont un peu changé ? Est-ce qu'en bien, en mal, Pour ma part, je n'y verrai pas de différence. Je pense que chacun est à sa place. Il y a un soutien financier qui est par exemple avec les subventions. Il y a un soutien qui est plus matériel et qui est très utile, qui est par exemple la mise à disposition de l'auditorium de l'espace de diversité. Ça, c'est pour la mairie de Toulouse ou pour le conseil départemental quand il nous imprime le programme. Et donc là, c'est une économie financière énorme pour le festival, donc c'est une aide très très importante. Après, nous, on n'est pas de notre côté, on est un festival politique parce qu'on parle des LGBT, mais apolitique parce que nous, on se mêle pas des débats politiques de partis, ça nous regarde pas. Nous, on est là pour parler de la différence, des différences. Et après, d'évolution, non, j'en vois ni de positive ni de négative. Le dialogue se fait. Après, évidemment, on pourrait avoir envie d'avoir des subventions plus importantes et autres, ça c'est sûr. Mais la réalité est là et je pense qu'on n'est pas les seuls à évoquer les discriminations et diversité et qu'il en faut aussi pour tout le monde. Bon, moi, je dirais quelque part, en fait, si vous faites ce que vous faites, c'est de la vraie politique, parce que les gens ont tendance à oublier la politique, c'est pas juste s'encarter un parti. Exactement. Ou aller mettre un papier dans la boîte quand on le demande. Quand vous décidez d'aller taper chez votre voisine malade pour voir si elle a besoin d'un truc parce que vous allez faire des courses, c'est de la politique. Oui, surprise. Ça, moi, je suis entièrement d'accord que la politique de parti, c'est celle qu'on voit à la télé et c'est des petits combats de boxe qui sont pas très intéressants au final. Et que la vraie politique, elle est sur le terrain et elle est quand on discute avec les gens, quand on s'expose. Parce que l'air de rien, nous, par exemple, les bénévoles, y a nos visages sur Internet, il y a nos noms, des fois, nos prénoms, c'est sûr, nos noms de famille. Donc, donc je vais refaire un peu ma fille Glock. Mais je crois que c'est de la faute de Elon Musk, de Mark Zuckerberg et de Trump. Là. Ces derniers temps, ils m'ont trop traumatisé. Mais voilà, si on va vers une société plus dure, les vrais risques, c'est nous qui les prenons finalement et pas les hommes et les femmes politiques parce que eux, c'est leur carrière, ils en vivent et nous, on est bénévoles et nous, on s'expose réellement. On donne nos visages à des luttes auxquelles on croit. D'ailleurs, si vous souhaitez commettre un acte homophobe, alors le numéro d'Anne-Catherine, c'est le 06. Ça suffit, ne donnez pas non plus mon adresse, merci. Des images homo, on l'a dit, ça dure un mois, mais ça prend combien de temps à organiser ?
Oh, bah des mois. En gros, le 25, tu fais la clôture, le 26, tu dors, et le 27, tu attaques la 19e édition. C'est pire que ça, hein. Le 2, je finis Toulouse. Le 3, je pleure parce que j'ai un down terrible, émotionnel. Le 4, je suis à nouveau en piste pour partir dans la partie régionale. Et le 25, on finit enfin le festival. On se donne quelques semaines sans se parler, sans se voir, pour que chacun retrouve un peu une vie. Et puis, dès le mois d'avril, on fait le bilan. Et après, il faut, c'est la vie associative qui reprend le côté administratif. Il faut écrire le rapport d'activité, etc., faire l'AG. Et au mois de mai, en fait, on constitue la nouvelle équipe. Et dès le mois de mai, en fait, il faut recommencer à visionner des films, parce que ça, c'est le gros de l'été. On visionne. Il faut voir qu'il y a, par exemple, 200 courts-métrages, une cinquantaine de longs-métrages. Il peut y avoir une 60 ou 70 longs documentaires, et il faut en prendre qu'une petite dizaine à chaque fois. Donc il faut beaucoup visionner. Et après, à partir de septembre, là, la fiche doit être prête. Là, il faut commencer à vraiment sélectionner. Il faut contacter tous les partenaires, voir si tout le monde est OK pour repartir. Donc, faut fixer les dates définitives, ne plus rien toucher du tout. Et voilà. Donc, tout se concrétise comme ça. Et à partir de novembre, là, c'est un rythme de vie dingue. On l'a dit, tous bénévoles, mais vous en cherchez plus. Il y a moyen de rejoindre l'équipe. Comment ça se passe? Le recrutement se fait en mai, pas en dehors de cette période-là, parce que c'est un train, la préparation. Donc, quand la vitesse a trop pris, on ne peut plus intégrer personne. Et il faut aussi comprendre la culture du festival. Il suffit pas d'être LGBT, par exemple, pour être un bon bénévole à Diam. Il faut s'intéresser réellement au cinéma. Et c'est pas obligé non plus. Et donc il faut s'intéresser au cinéma, il faut s'intéresser aux thématiques LGBTQIA+, il faut avoir une ouverture d'esprit et être ouvert au questionnement. Et parce qu'on a déjà eu des personnes hétéros dans l'association, mais en général, elles étaient féministes, elles avaient fait sociologie, il y avait ce genre de profil d'ouverture. Mais sans un vrai amour du cinéma, c'est pas possible, parce que quand on reçoit les films, il faut se dire qu'à un moment donné, on va peut-être regarder 30 ou 40 courts-métrages, donc si on n'a pas l'amour du cinéma, on n'a pas la patience d'en regarder autant. Et après, une autre qualité qu'il faut avoir, et c'est comme ça, c'est technique, il faut être bon au moins en anglais et voire en espagnol, parce que quand on reçoit les œuvres, elles ne sont pas toutes sous-titrées. Et là, si on n'est pas polyglotte, ça devient compliqué. Dernière question, la question rituelle. Si quelqu'un, là, tout de suite, vient de se brancher sur Radio Occitanie, qu'est-ce que tu lui dirais pour lui donner envie d'aller à une ou plusieurs projections de Des Images Homo, qui, on le rappelle, va se tenir du 24 janvier au 2 février sur Toulouse et du 3 au 25 février, un peu partout dans la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée et dans la région Nouvelle-Aquitaine? Je lui dis, viens, hein. Il fait chaud, les films sont bons, et en plus, il y a des gens sympas. Et si on veut retrouver tout le programme, un site internet, les réseaux sociaux? Alors, il y a tout, effectivement. On a une personne qui nous a rejoint, qui est Annie, qui s'occupe de la communication sur les réseaux sociaux. Donc, elle le fait super bien. Instagram, elle n'a jamais été aussi dynamique que là. Il faut en profiter. Par contre, pour le site internet, je suis désolée, mais on a été piraté ces derniers temps. Et il faut cliquer plusieurs fois pour avoir les liens. Et on est en train de chercher une solution à ça. Ça renvoie en ce moment sur des sites pas terribles quand on clique la première fois. Donc, il faut revenir en arrière et recliquer une deuxième fois. Et là, on a vraiment le lien. Mais comme c'est très récent, on est en recherche de solutions. Ok. Je sais pas, on a fait le tour, je crois. Je pense. À moins que tu aies quelque chose à ajouter. Eh ben alors, Qu'avez-vous venez ajouté maintenant. pour votre défense? Venez, on est sympa, on est beau et belle. Et les films sont Et on est vraiment très gentils et on est accueillants et on s'est démené 10 mois pour faire une programmation riche, diversifiée, où tout le monde trouve sa place. Ah si, d'ailleurs, dernière question, le prix, est-ce que c'est à portée de toutes les bourses?
Alors, pour la partie toulousaine, il faut voir quand même qu'il y a plusieurs projections qui sont dans l'auditorium de l'espace de diversité, et là, c'est gratuit. L'Institut Cervantes, c'est gratuit aussi. Donc, vous avez quand même déjà, on va dire peut-être, j'ai pas compté, mais au moins 6 ou 7 œuvres là qui sont gratuites. Donc, c'est déjà pas mal. Ensuite, toutes les personnes qui ont des abonnements dans certains festivals sont acceptées. Donc, quelqu'un qui a un abonnement, par exemple une carte à l'ABC, il peut l'utiliser. Et nous, après, on a mis en place un pass pour la partie toulousaine, qui est un pass festival à 22 € pour 4 projections, qui est non nominatif. Donc, par exemple, 4 personnes arrivent ensemble, elles achètent un pass, et ça fait du coup la place à 5,50 €. Et qui est valable pour 3 cinémas qui acceptent d'être dans ce dispositif, qui est l'American Cosmograph, l'ABC et le Pathé Wilson. Et il est vendu dans 2, qui est l'American Cosmograph et l'ABC. Et je suis allée les voir ce matin, ils les vendent à partir de ce vendredi. Donc on peut acheter son pass. Et pour la partie régionale, dans la partie régionale, les prix sont pas très élevés. En général, les cinémas ruraux sont moins chers que les cinémas de Toulouse. Et donc, il faut voir sur place. La billetterie, en fait, c'est pas nous qui gérons. Donc à voir sur place avec les cinémas concernés. Je suppose que là aussi, tout ce qui est abonnement, forfait est valable. Quand quelqu'un en a un, il peut l'utiliser, que ce soit dans Diam ou non. Et voilà. Donc, et c'est éligible au Pass Culture ? C'est une bonne question. Merci de l'avoir posée. Ouais. Alors, une année, on avait essayé il y a 2 ans et ça n'avait absolument rien rapporté. Et là, effectivement, on n'a pas fait de démarche là-dessus, donc je ne suis pas sûre. Parce que il y a 2 ans, ça nous demandait vraiment quand même un effort administratif de notre côté, quoi. Il fallait faire référencer certaines projections, etc. et tout. Et là, ça touche aux limites du bénévolat, c'est-à-dire que quand on doit passer des heures pour avoir 0 spectateur de plus, ça refroidit un petit peu. Et donc du coup, ouais, c'est vrai que personnellement, je n'y ai même pas pensé cette année. Donc je ne suis pas sûre que sans effort de notre part, ça soit éligible au Pass Culture. Il faudrait voir après. Mais nous, en tout cas, on n'a pas fait de démarche administrative de ce côté-là. Ok. Désolée, mais il y a un moment, les journées font 24 heures et il est difficile de faire plus. On connaît ça, on connaît bien ça, nous, dans l'associatif. Ouais. Écoute, merci Anne-Catherine, bon festival, et rendez-vous l'année prochaine pour la 19e édition. J'espère que malgré tout ce que j'ai pu dire d'anxiogène, il y aura une 19e, une 20e, une 30e, une 50e édition, et qu'à un moment donné, que ce monde trouve un équilibre. Allez, on se donne rendez-vous dans 92 ans pour la 100e édition. Voilà, et d'ailleurs je serai à ce moment-là dans le documentaire Si je meurs ce sera de joie, je serai la senior qui parlera de sa libido et de sa sexualité. Et merci Radio Occitana de nous accepter, de nous accueillir ici et pour ces riches interviews. Merci à toi. Merci.